Super. Donc, je suis Alain Doré-Swindiram, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, au LESIA, et spécialiste des surfaces planétaires et de l'instrumentation infrarouge. Et donc, je vais vous parler de cette mission sur laquelle je suis impliqué. Je ne suis pas tout seul, puisqu'on est pas mal de Français à être impliqués sur un instrument qui est franco-américain, qui s'appelle SuperCam. Et avant de commencer, je voudrais remercier Guillaume et Guillaume Coupechou et Jean-Luc Béringuet d'avoir répondu avec enthousiasme à ma proposition de continuer sur leur lancée de Education Insight pour faire des produits éducatifs autour de cette mission Persévérance, car l'astronomie, l'exploration spatiale, en particulier, cette mission est un puissant ressort pour motiver et inspirer nos élèves et puis faire plein d'activités autour. Et j'attends avec intérêt de voir toutes les activités que mes collègues enseignants ont pu imaginer autour de cette mission. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de Mars. Introduisons un petit peu quelques concepts qu'on va revoir autour de cette mission. Donc, tout d'abord, Mars, c'est la quatrième planète du système solaire, à une distance moyenne de 1,5 unités astronomiques. Elle est 2 fois plus petite que la Terre. La gravité, c'est seulement un tiers de la Terre. Mais à plusieurs points de vue, Mars est vraiment similaire à la Terre. Vous avez pu voir une animation ici de Mars. Elle a par exemple un jour martien, qu'on appelle aussi Sol, de presque la durée du jour sur Terre, 24 heures et 40 minutes quasiment, avec une obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison sur son orbite, également similaire à celle de la Terre, de sorte que les saisons sur Mars sont quasiment identiques à la Terre. Par contre, son année autour du Soleil est de presque 2 années terrestres. De fait de son éloignement, la température moyenne est de moins 67 degrés, mais avec des variations jour-nuit extrêmes, entre moins 128 et on peut atteindre plus 27 degrés à l'équateur pendant l'été, mais c'est plutôt rare. Et cet écart de température est dû au fait que l'atmosphère est très ténue. En fait, c'est 6 millibars, c'est 1% de la pression atmosphérique au sol, une atmosphère composée à 96% de gaz carbonique. Une surface rocheuse, pas d'activité volcanique et de grosses activités géologiques, et 2 lunes, Phobos et Deimos, dont l'origine est toujours débattue. Donc, c'est des lunes qui sont de petite taille, de taille de quelques dizaines de kilomètres. Alors, Mars, aujourd'hui, c'est un désert froid. Ici, vous avez une image d'un paysage prise par Curiosity, qui est en fait le robot qui est le prédécesseur de Persévérance, qui a atterri dans le cratère Gale, donc une étendue désertique et froide, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'on a vraiment maintenant de solides preuves que dans le passé de Mars, il y a 3,6 milliards d'années, eh bien, Mars était recouverte de rivières, de lacs et d'océans. Et c'est peut-être cela qui a motivé un intérêt fort pour l'exploration spatiale de Mars, aidé aussi par le fait que l'exploration de cette planète proche de la Terre est particulièrement relativement plus facile par rapport aux autres planètes. Donc, ça a commencé dans les années, le premier survol de Mars, c'est en 1965, quelques missions, et puis un trou de 20 ans jusqu'au fin des années 90, où il y a eu un regain d'intérêt avec un nouveau rover Pathfinder sur Mars de la NASA. Et puis, sur cette image, vous avez plein de missions qui sont actuellement en action. Donc, je vous laisse voir ça. Donc, et beaucoup de robots de missions américaines. Donc, Curiosity est ici. Opportunity et des rovers Opportunity et Spirit ne sont maintenant plus opérationnels. Vous avez aussi entendu parler de InSight, dont l'instrument principal CEIS est un instrument français qui étudie donc la sismologie martienne. Donc plusieurs orbiteurs américains, mais aussi européens, dont Mars Express, et aussi la venue de nouveaux acteurs dans l'exploration spatiale, comme l'Inde, avec un orbiteur,
un second orbiteur de l'Europe allié avec la Russie. Et nous avons, dans le programme qui arrive, eh bien, beaucoup d'autres missions avec de nouveaux acteurs, dont la sonde Hope des Émirats arabes unis, qui est arrivée et qui s'est mise en orbite avec succès hier. C'est la première sonde d'un pays arabe, d'ailleurs. La Chine, qui affirme son intérêt pour l'exploration spatiale avec ses succès sur la Lune, donc qui veut effectivement compter comme un acteur majeur dans cette exploration, et avec une mission ambitieuse, puisqu'il y aura un orbiteur, un lander et un rover. Et l'arrivée, c'est aujourd'hui. Donc, à suivre les news. Et pour notre rover préféré, donc Persévérance, eh bien, c'est pour jeudi prochain et c'est l'occasion pour moi d'en parler durant cette présentation. Alors, il y a un autre rover européen qui a été retardé dans 2 ans, qui a raté le coche, donc c'est pour 2022. Et puis, ce rover Persévérance, l'objectif est ensuite de pouvoir amener des échantillons qu'il aura récupérés. Et là, c'est l'objet d'une mission à venir, qui n'est pas encore validée, mais qui est dans les projets, qui est le Mars Sample Return, qui sera un projet très ambitieux conjointement entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine. Et je voudrais citer dans cette exploration spatiale eh bien, MMX, qui est une sonde japonaise dans laquelle la France est impliquée et qui est un retour d'échantillons de la Lune Phobos, cette Lune qui est autour de Mars. Et donc, ça sera aussi l'occasion, sans doute, d'imaginer des activités autour de cette mission, puisque il y a des participations françaises et moi-même, je suis impliqué, je suis deputy PI d'un instrument infrarouge sur l'orbiteur. Alors, Persévérance prend la suite de cette exploration, s'inscrit dans cette continuité avec un cran d'objectif au-dessus, c'est de pouvoir répondre à cette question prégnante, est-ce que la vie a pu émerger un jour sur Mars ? Et donc, les objectifs de cette mission, ils sont multiples. Ça s'inscrit vraiment dans un cadre général de compréhension du système solaire, de planétologie comparée. Donc, le premier objectif, c'est l'exploration géologique. Donc, explorer des environnements anciens de Mars et comprendre les processus de formation et d'altération de cette surface. Deuxième objectif, c'est l'habitabilité et les biosignatures. Donc, analyser l'habitabilité des environnements passés, recherche de traces de vie passée, et sélectionner des sites de prélèvement qui auraient préservé ces biosignatures. L'objectif suivant est de préparer ce retour d'échantillons. Il est prévu d'en récolter 40 échantillons, 20 en mission nominale et 20 en backup, et de déposer ces échantillons à la surface pour un potentiel retour sur Terre. Et un dernier objectif annoncé par la NASA, c'est de préparer l'exploration humaine. Donc, il y aura des mesures environnementales pour vérifier et confirmer et se préparer aux conditions sur Mars, comme l'humidité, les vents, la poussière, pour les futurs astronautes. Et à bord de Persévérance, et j'aurai l'occasion d'en reparler, il y a un instrument qui est un démonstrateur qui permettra de convertir du CO2 et d'en faire de l'oxygène à des fins de propulsion pour les fusées et aussi de consommation humaine. Alors, le site d'atterrissage a été un sujet largement débattu. Quel est le meilleur endroit pour avoir la meilleure chance d'obtenir des évidences de vie passée sur Mars et aussi dans un contexte de planétologie générale. À cela, les scientifiques annoncent ces objectifs, mais les ingénieurs doivent un petit peu tempérer les scientifiques puisqu'il faut aussi que ça soit faisable d'un point de vue technique, donc dans un endroit dégagé, aussi assez profond pour qu'il puisse y avoir un freinage efficace du rover. Donc tout cela conduit au choix du cratère G0. Et donc, pour le mettre dans le contexte général de Mars, G0, c'est dans la transition entre
entre cette dichotomie nord-sud. Vous avez les terrains hauts au sud et les terrains bas au nord, qui est sans doute le lieu d'un ancien océan. Donc, c'est un endroit idéal. Et en plus, c'est parmi les régions les plus anciennes de Mars. Donc, c'est là qu'on aura peut-être préservé des éléments primitifs de cette vie passée. Donc, le cratère G0, donc ici, se situe dans ce bassin d'impact très ancien, Isidis, le bassin d'Isidis. Et ce cratère G0, qui en langue slave veut dire lac, eh bien, effectivement, est un lac, un ancien lac qui a été rempli et bien sûr asséché. Et dans ce lac, on peut voir une rivière qui s'y est jetée et qui ensuite, une sortie de ce lac par ce chenal. Donc, ce cratère est d'une dimension de 45 km, peu profond, 600 mètres, et d'un âge de 3,56 milliards d'années. L'intérêt de ce cratère, c'est que cette rivière qui se jette dans ce cratère forme un delta. Et donc, avec tout ce qui peut s'en suivre de dépôts et de sédiments, donc un environnement extrêmement favorable pour la recherche de la vie, puisque sur Terre, par exemple ici, ce delta en Alaska, c'est synonyme de forte habitabilité, de fortes conditions pour que la vie s'y développe à profusion. Et dans ce cratère, on a identifié, dans ce delta, identifié avec les missions en orbite la minéralogie. Et il se trouve que cette minéralogie est très intéressante. Donc, d'une part, on a des affleurements de roches vieilles de 3,6 milliards d'années. Donc, c'est un endroit où on a préservé cette croûte primitive. Donc, c'est important d'aller échantillonner cet endroit. Et puis, dans ce lieu de delta, on a trouvé des minéraux très variés. Donc, aussi intéressant de pouvoir échantillonner, et en particulier des carbonates. Il y a un sujet sur les carbonates on n'en voit pas autant qu'on voudrait en voir. Et en même temps, c'est le signe qu'il y a eu de l'eau, des réactions des minéraux avec le CO2 dissous dans les océans. Donc, c'est un endroit qu'on aimerait aller échantillonner et étudier. Et puis aussi, on a des argiles dans ce delta. Et ces deux minéraux sont, sur Terre, on le sait, aptes à préserver des éléments fossiles de la vie. On a aussi d'autres minéraux comme l'olivine, donc qui est intéressant aussi d'un point de vue minéralogie. Alors, le robot est constitué de 7 instruments. Je vais les décrire succinctement ici. Donc, on a pléthore de caméras. On a cette caméra qui s'appelle Malscam, qui est en fait des caméras couleurs et qui peuvent zoomer. On a l'instrument Supercam, qui est un instrument super sophistiqué dont je vais détailler tout à l'heure l'instrumentation. MEDA, qui est une station météo. Et sur le bras, vous avez deux instruments très sophistiqués comme Sherlock, qui a un spectromètre UV qui va permettre de déterminer la composition précise des roches et identifier les molécules organiques. Pixel, qui va compléter cette analyse avec la spectroscopie X. Vous avez pour la première fois sur un rover un radar qui va sonder la sous-surface de Mars, donc qui est situé sous le rover, et qui va permettre de voir les différentes couches géologiques et identifier, par exemple, la présence de glace, voire de couches liquides. Vous avez cet instrument dont je parlais au début, qui est MOXIE, et qui est un petit appareil qui va transformer de l'oxygène à partir du CO2 présent dans l'atmosphère martienne avec une électrolyse chimique. Et je crois que j'ai fait le tour. Sous le châssis, vous avez tout un système extrêmement élaboré qui va permettre de recueillir, de trier et de conserver les échantillons prélevés. Alors, vous avez là ce bras, justement, qui a ces deux instruments Sherlock et Pixel, mais qui en même temps va permettre aussi de ramasser, de forer et d'étudier les roches. Vous avez aussi la taille respective du robot qui fait la taille d'un gros 4x4 et qui pèse un peu plus d'une tonne.
Alors, sur le mât, vous avez vu qu'il y avait un mât avec des caméras, donc se trouve la caméra Mastcam et ici donc ce gros boîtier Supercam. Et Supercam, c'est un instrument qui a été fait conjointement avec les Américains et les Espagnols. Et au niveau de la France, donc c'est le CNES qui a la maîtrise d'ouvrage, avec l'IRAP, un labo de Toulouse, la maîtrise d'œuvre, et plusieurs laboratoires, donc le LESIA, dont je fais partie, qui a contribué significativement sur les différents instruments, car il y en a 5. Hein, et vous voyez sur cette carte que beaucoup de laboratoires sont impliqués. En tout, ça fait 200 chercheurs et ingénieurs des laboratoires, et en comptant les partenaires industriels, ça fait près de 300 personnes. Et donc, 25 partenaires industriels. Donc, c'est pas mal de monde en France et c'est une mission qui est importante pour la France. Alors, l'instrument Supercam, on l'appelle volontiers le couteau suisse de Persévérance. Eh bien, il comporte 5 instruments en un. Donc, je vais les détailler rapidement. Ça peut être utile pour le programme de lycée et puis, aussi au collège pour certains aspects. Donc, je dis lycée parce qu'il y a de la spectroscopie quand même, la spectroscopie un peu compliquée. Donc, vous avez tout d'abord un spectroscope LIBS. Donc, le LIBS, c'est la spectrométrie sur plasma induit par laser. Vous allez avoir un laser qui va pulvériser une petite portion de la roche pour en extraire, donc pour en fabriquer un plasma, lequel plasma sera vu en spectro UV, visible, infrarouge, pour en déterminer les éléments élémentaires. Vous avez ensuite un spectroscope Raman. Donc, la spectroscopie Raman est une analyse plus fine de la minéralogie, puisqu'elle permet d'identifier différents états cristallins de la matière et d'identifier des molécules organiques. Ce spectroscope Raman sera en complément de la spectroscopie en réflectance infrarouge, visible infrarouge, qui aussi est destiné à identifier les différents minéraux et composés organiques. Vous avez un quatrième instrument qui est un imageur couleur qui va vous donner la texture, la morphologie et le contexte des éléments qui seront étudiés. Et enfin, une première dans l'exploration martienne, un microphone qui sera dédié à la science. Donc ce microphone va pouvoir enregistrer le mouvement du rover, le mouvement et le bruit du bras, écouter le vent sur Mars. Et puis aussi, comme il y a un laser qui va impacter et pulvériser de la roche, il va pouvoir écouter ce craquement. Et ce craquement va être directement corrélé à la dureté et à la porosité de la roche. Donc, une information essentielle. Et si vous analysez bien ces éléments-là, finalement, on a tous les sens de l'être humain qui sont représentés sur cet instrument et puis sur ce robot en général. Avec le microphone, on y ajoute l'ouïe en plus du toucher et puis de la vue. Alors, voici ici quelques exemples de spectres. Je pense au lycée, programme de lycée, on peut très bien, par exemple, donner des spectres de infrarouge et demander aux élèves de pouvoir identifier tel ou tel minéraux. Ici, vous avez la spectroscopie LIBS, ici la spectroscopie Raman et une image du contexte avec les microcaméras. Vous avez ici quelques exemples de spectres, du gypse, de la calcite, avec des structures spectrales caractéristiques de ces éléments-là. Vous avez ici la spectroscopie à Raman. Et puis ici, vous avez un exemple d'énergie acoustique qui a été recueillie pour différentes roches et différentes tailles d'impulsion sur la roche avec le laser. Alors, ça, c'est la science, mais je voudrais aussi souligner qu'en plus de la science, il y a aussi un fort intérêt et attrait technologique, puisque Supercam, c'est un bijou technologique avec plusieurs techniques, comme des cristaux piézoélectriques, de l'électronique haute précision.
Et donc, c'est l'occasion aussi, avec les élèves et dans les classes, de parler des métiers. Et sur le site éducatif Mars 2020, vous avez cette brochure que j'ai traduite, qui est un projet européen, et qui porte sur tous les métiers de l'espace, car c'est l'occasion, en plus de faire de la science, de parler d'astronomie, de planétologie, de sensibiliser les élèves aux différents métiers, aux différentes possibilités dans un domaine qui, j'en suis convaincu, sera de plus en plus important dans l'avenir, donc le secteur du spatial. Et il n'y a pas seulement que des ingénieurs, il y a aussi des techniciens, il y a tous les niveaux de spécialité, de la mécanique, de l'électronique, informatique, de l'optique, et aussi des métiers qui sont connexes, comme la documentation, le graphisme, des métiers comme la communication en sciences ou les métiers d'éducateur. Donc, allez voir cette brochure et on peut, avec, avec un parrainage de classe, donc à l'Observatoire de Paris, pouvoir associer à ce projet autour de Mars 2020, d'avoir un scientifique qui pourra venir dans la classe et parler de son métier. Un petit mot je regarde l'heure, j'espère que je vais terminer dans les temps. Mais c'est un aspect intéressant qui va bientôt être d'actualité puisque c'est l'atterrissage du robot qui se passe sur 5 phases. Vous avez une phase d'approche, une phase atmosphérique pilotée, voilà, une phase ensuite avec un parachute, de freinage encore plus, une phase de descente propulsée, et c'est un petit peu la nouveauté par rapport au robot passé, et puis qui montre la maîtrise maintenant de la NASA dans cette séquence, c'est que il y aura de l'intelligence artificielle qui va permettre de piloter la descente lors des dernières centaines de mètres pour éviter les obstacles et trouver le meilleur endroit pour atterrir, tout en essayant de réduire l'ellipse d'incertitude du point d'atterrissage. Et la dernière phase, qui est donc le largage sur le filin du robot. Alors, cette séquence, elle dure 7 minutes. On l'appelle souvent les 7 minutes de terreur parce qu'en fait, on n'a aucune maîtrise sur cette séquence puisque le temps-lumière entre Mars et la Terre à ce moment-là, donc le 18 février, est de 11 minutes et 20 secondes. Donc, on saura que tout s'est bien passé, que le robot est bien sur le sol, qu'une fois que tout sera fini. Et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer donc cette vidéo qui vous montre ces différentes phases. Vous pouvez récupérer aussi sur Internet et sur le site. Donc la première phase avec le bouclier thermique, on passe au-dessus de l'atmosphère de 20 000 km jusqu'à 1400 km, avec le bouclier qui chauffe jusqu'à 1400 degrés. La phase de descente propulsée, avec l'intelligence artificielle qui va reconnaître le terrain grâce aux images des sondes passées. Et la descente en douceur par filin du robot. Alors, sur Persévérance, vous avez aussi une nouveauté qui est un hélicoptère. Il y a une activité, j'ai vu qu'il y avait une activité là-dessus. Donc, c'est la première fois qu'on mettra un drone qui va voler dans l'atmosphère d'une autre planète. Donc, c'est un démonstrateur technologique pour prouver qu'on est capable de voler dans une telle atmosphère. Bien sûr, l'atmosphère est très ténue, donc ça sera un hélicoptère qui sera avec une double rotation de pales, avec une vitesse 4 fois supérieure à celle qu'on a sur les hélicoptères sur Terre. Vous avez aussi donc prévu donc, de pouvoir récupérer ces échantillons. Vous avez ici le système de collecte. C'est la taille d'un stylo, donc on fait un petit carottage. On ne va pas pulvériser la roche. On prend intact une petite carotte qu'on va mettre dans une capsule qui sera ensuite rangée dans un gros barillet en 2 fois, puisque ce barillet sera posé à 2 endroits différents. Et ensuite, un deuxième rover, astromobile en français, sera chargé de récupérer
ces échantillons et de l'amener sur une rampe de lancement où un véhicule le mettra en orbite. Et enfin, troisième étape pour ce retour d'échantillons, il y aura une mission donc conjointe NASA-ESA qui ramènera, qui capturera ces échantillons pour les ramener sur Terre. Ah, donc, ce projet n'est pas encore validé ni accepté, mais le calendrier est dans les années prévues pour les années 2030-2031. Et n'oublions pas de préparer l'arrivée de l'homme, puisque Persévérance va aussi analyser les conditions pour l'arrivée d'astronautes avec l'instrument ici MOXIE. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. C'est bien plus clair dans la tête de plein de gens et je pense que tu as fait une super présentation. Et il y a déjà une question pendant ton intervention. Il y a Antoine qui se pose la question, où repart le Sky Crane de Alors, Persévérance? du coup, dès que le robot s'est posé, ben lui, il s'éjecte et puis il va s'écraser beaucoup plus loin. Voilà. Ok, merci. Si vous voulez poser des questions, en bas de votre fenêtre Zoom, vous avez une icône converser. Et là, je vois que beaucoup de gens disent merci, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, c'est aussi l'endroit pour les poser. Désolé, j'ai bloqué l'audio pour les participants afin qu'on puisse avoir des questions de manière plus aisée. Pas d'autres questions? Non. A priori, c'était très clair d'après Agnès. Et je suis sûr d'après Bien. tout le monde. Ah, une question d'Hélène. L'objectif à terme est-il de coloniser la planète? De coloniser la planète, je ne dirais pas ça. Pour l'instant, c'est de pouvoir récolter, à terme, c'est de pouvoir récolter ces échantillons. L'exploration humaine, je dirais que c'est quand même à plus long terme. Merci. Une question d'Alina. C'est le MOXIE où le processus d'électrolyse Oui, c'est aura ça. lieu? C'est l'instrument. Où le processus d'électrolyse aura lieu pour convertir le Oui, c'est CO2 en ça. C'est O2? l'instrument qui va faire cette manip. Donc, il va capter le CO2, le mettre sous pression d'un bar, et ensuite, avec une électrolyse, séparer l'O2 du CO. Et ensuite, il y aura un système qui permettra d'analyser la pureté de cet oxygène qui ensuite sera relâché dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment un démonstrateur. Il y a une très petite quantité qui va être fabriquée, mais ça sera la première fois qu'on expérimentera une donc, euh, avec comme objectif de préparer l'exploration plus poussée de Mars, c'est-à-dire fabriquer du carburant, puisque l'oxygène sera du carburant, et aussi l'alimentation d'oxygène des astronautes. Ok. Tu as un bon souvenir de Monsieur Cavaros de Deauville. A priori, tu as été voir des lycéens de Villiers-sur-Mer. Et j'ai une question aussi de Jean Didier. Quelle énergie utilise le Alors, le rover? rover va utiliser du plutonium 238, donc va convertir l'énergie nucléaire en énergie thermique qui ensuite alimentera en électricité tous les instruments. Merci à toi. C'est vraiment fascinant. Vraiment. Merci Alain. Thomas, es-tu non loin de là? Je suis là.